Bonjour, bienvenue dans cette cinquième partie du chapitre sur les lois de Newton. Nous allons découvrir dans cette partie la deuxième loi de Newton, qui est le principe fondamental de la dynamique et qui est le principe qui est au cœur de sa théorie. L'énoncé est le suivant: dans un référentiel galiléen, la dérivée de la quantité de mouvement d'un système est égale à la somme des forces s'appliquant sur le système. Donc cela peut se traduire par la relation mathématique suivante. On rappelle que le vecteur quantité de mouvement P est égal à la masse fois le vecteur vitesse. Et donc nous allons exprimer cette deuxième loi de Newton, mais dans le cas d'un système à masse constante. On va donc remplacer le vecteur quantité de mouvement par la masse fois le vecteur vitesse. Mais comme la masse est constante, nous allons pouvoir la sortir de cette expression et la placer devant. Et donc on va obtenir que la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps est égale à la masse fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu en cinématique, la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, eh bien c'est tout simplement l'accélération du système. Donc pour un système à masse constante, la deuxième loi de Newton s'exprime sous cette forme-là: masse fois le vecteur accélération est égal à la somme des forces s'appliquant sur le système. Nous allons voir l'application de cette deuxième loi de Newton dans un cas concret avec un corps en chute libre. En physique, un corps en chute libre est un corps qui n'est soumis qu'à son poids, P ici, et donc ce corps-là possède une masse. Il va alors être en chute libre ne signifie pas que sa vitesse initiale était nulle, il peut avoir été lancé. Donc ici, nous avons le vecteur vitesse initiale V0 et ce corps est placé dans un champ de pesanteur G. Nous allons placer un repère O, X, Y pour repérer les différentes coordonnées des vecteurs. Et donc, la somme des forces qui s'appliquent sur ce système est égale au poids P, et le poids P peut s'exprimer en fonction du vecteur champ de pesanteur. Le poids P est égal à la masse fois le vecteur champ de pesanteur. Appliquons la deuxième loi de Newton pour un système à masse constante directement. Nous allons écrire que la masse fois le vecteur accélération est égale à la somme des forces et est donc égale à la masse fois le vecteur champ de pesanteur. On voit ici que la masse se simplifie et on obtient donc que pour un corps en chute libre, l'accélération est égale au vecteur champ de pesanteur G. Donc là, on vient de démontrer avec cette deuxième loi de Newton que le mouvement d'un corps en chute libre ne va pas dépendre de sa masse et que vous comprenez maintenant pourquoi le champ de pesanteur, l'intensité de la pesanteur, est généralement exprimée en mètres par seconde au carré, c'est-à-dire c'est l'unité d'une accélération, puisqu'on voit que un champ de pesanteur est équivalent à une accélération. Nous n'allons pas en rester là, nous allons maintenant décomposer le vecteur accélération selon l'accélération horizontale et l'accélération verticale, AX et AY. Et puisque les deux vecteurs ici sont égaux, leurs composantes doivent être égales aussi. Alors quelles sont les composantes du vecteur champ de pesanteur? Eh bien, on voit que selon l'axe OX, la composante est nulle, et que selon l'axe OY, la composante du vecteur champ de pesanteur est égale à moins G. Donc, on égalise les composantes de ces vecteurs. AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. Nous n'allons pas en rester là, nous allons maintenant intégrer pour découvrir les composantes du vecteur vitesse, puisque l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse. Donc en tenant compte de la vitesse initiale, nous en aurons besoin pour trouver les constantes des différentes composantes de la vitesse, et en intégrant les fonctions qui sont ici, bien l'intégrale d'une fonction nulle, c'est une fonction constante, et l'intégrale d'une fonction constante ici, pour AY, eh bien Vy va être une fonction affine. Donc Vx va être égal à la vitesse initiale V0x, et Vy va être égal à la fonction affine suivante, moins g fois t, plus le vecteur vitesse, la composante du vecteur vitesse selon y, V0, y à l'instant initial. En effet, si on remplace à l'instant initial, t est égal à 0, et donc à t égale 0, on doit bien avoir Vx égale V0x et Vy égale à V0y, les composantes du vecteur V0. Donc V0x le voici et V0y le voici.
On exprimera souvent V0x et V0y en fonction de l'angle alpha ici qui existe entre le vecteur V0 et l'horizontale, simplement avec un peu de trigonométrie. V0x est égal à V0 fois cosinus alpha, on est dans un triangle rectangle, et V0y est égal à V0 fois sinus alpha. Alors, maintenant qu'on a la vitesse, on va pouvoir intégrer à nouveau et obtenir la position du système en fonction du temps. On va avoir l'intégrale ici d'une fonction constante, donc ça c'est Vx, donc x va être une fonction affine, x de t, et y de t va être l'intégrale de Vy. Eh bien, on va obtenir une fonction qui est de la forme moins g sur 2 t au carré, puisque quand j'intègre la fonction t ici, eh bien, l'intégrale c'est t carré sur 2, et donc je multiplie ceci par moins g. Donc moins g sur 2 fois t au carré. Ensuite, l'intégrale de V0y, eh bien c'est la fonction V0y fois t. Et à ceci, je vais ajouter les coordonnées de la position à l'instant initial, qui sont x0 et y0. Donc, même si on ne maîtrise pas encore parfaitement l'intégration d'une fonction ou des fonctions qui sont ici, eh bien, je vous conseille de répéter, de reproduire et de connaître par cœur ce cheminement pour remonter aux composantes ici du vecteur position.